Oui, alors Yannick, deux terroristes palestiniens habillés en costard-cravate, c'est-à-dire qu'ils sont passés totalement inaperçus dans cet endroit assez huppé où on trouve beaucoup de bars et de restaurants. Et donc ils étaient totalement fondus dans la faune, si on peut dire comme ça, dans la faune de cet endroit. On est au Sarona Market, on est en plein centre de Tel Aviv, à quelques centaines de mètres de l'entrée de la Kiria. La Kiria, c'est l'endroit le plus secret d'Israël. C'est aussi l'entrée du Bor. Le Bor, c'est la fosse. C'est l'entrée de Tel Aviv souterraine, là où l'armée israélienne a son commandement général très très profondément dans la terre. C'est une ville sous la ville, et puis c'est accessoirement le centre, l'endroit, l'emplacement du ministère de la Défense. Donc on est très près dans des points les plus névralgiques d'Israël. Il faut garder les proportions nécessaires pour dire que on n'entre pas à la Kiria comme ça. C'est-à-dire que ces terroristes étaient très loin de pouvoir pénétrer dans la Kiria, qui est un endroit archi défendu. Mais ils arrivent quand même en face de la Kiria, dans ce Sarona Market, qui est un endroit totalement rénové où se trouvent des milliers de personnes le soir. Deux terroristes, ils sont équipés de ce qu'ils appellent en Carlo. En Carlo, c'est une imitation du fusil mitrailleur Carl Gustav, mais fabriqué localement de manière artisanale. On en a déjà vu lors de l'Intifada. Ils entrent dans un restaurant très connu, Max Brenner. Max Brenner, qui est un restaurant, d'abord il est très grand, il y a des à mon avis 150-200 places, et puis on y déguste du chocolat fait maison, du très bon chocolat, pratiquement au niveau de ce que vous êtes capable de faire en Belgique. Les gourmets viennent donc y déguster le chocolat tranquillement après une longue journée de travail. Ils sont insouciants, le restaurant est pratiquement plein comme d'habitude, et puis ces deux terroristes, eh bien tout simplement ouvrent le feu au milieu du restaurant à une distance de quelques mètres des gens qui s'y trouvent, des clients qui s'y trouvent, et c'est le massacre. C'est 10 personnes qui tombent, 4 personnes qui sont très grièvement atteintes. Stéphane, est-ce que le modus operandi est plus ou moins le même que lors de l'attentat précédent à Tel Aviv, rue Dizengoff? Non, alors pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on a ici, c'est qu'on a un attentat qui est pas du tout spontané. Ces deux hommes savent exactement où ils sont, savent exactement ce qu'ils font, savent par où ils doivent passer, savent par où ils doivent s'enfuir. Ça signifie qu'ici, il y a eu des repérages, je dirais, professionnels dans ce restaurant, Max Brenner. Et puis ils ont plus que probablement été amenés dans ce restaurant par des complices. Les deux terroristes viennent du village de Yatta. C'est même plus qu'un village, c'est carrément une petite ville qui se trouve sur la montagne de Hébron, sur la face sud de la montagne de Hébron. Et puis ce qu'il y a d'intéressant à Yatta, c'est un petit peu la cour des miracles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'activités illégales à Yatta. On a des fabriques clandestines justement d'armes, où probablement ces deux mitraillettes ont été construites. Et puis pour la petite histoire, mais qui prend toute son importance, c'est pas les Israéliens qui le disent, c'est les Palestiniens. Pour les Palestiniens des autres villages, eh bien, tous les gens de Yatta sont d'origine juive. Ce sont pour la plupart, selon la tradition palestinienne, les gens de Yatta, les Palestiniens, les appellent ceux qui boivent du vin. Donc en islam, c'est absolument interdit. Et puis il y a des gens de Yatta qui ont encore des traditions juives, et il y en a même qui se sont reconvertis au judaïsme, qui ont quitté la ville et qui sont allés s'installer ailleurs. Il y en a même qui sont devenus
franchement orthodoxes dans leur observation du judaïsme. Mais justement, pour prouver qu'ils sont aussi palestiniens que les autres, eh bien Yatta, c'est le royaume du Hamas, Yannick. Et justement, est-ce qu'on sait si les deux tireurs sont des membres du Hamas ou d'une autre organisation islamiste? Alors on n'a pas de confirmation. Ce qu'on sait, c'est que les dirigeants du Hamas ce matin se félicitent de l'opération d'hier. Excusez-moi. Et puis qui nous annonce que c'est uniquement la première d'une série d'opérations qui vont émailler le Ramadan. C'est leur promesse. Donc ils parlent comme si c'était une opération qu'ils ont fondée eux-mêmes, mais en fait on est toujours au niveau de l'enquête et on est encore incapable de le confirmer à l'heure actuelle. Stéphane, vous parliez des deux terroristes originaires de Yatta, donc à Hebron. Alors comment ont-ils fait pour passer le mur et également y faire passer des armes? Est-ce qu'il n'y a pas une faille? Alors, une faille. Une ville et un pays sont pas forts à l'amour. Hein. C'est un Gush Dan, le bloc d'agglomération qui forme Tel Aviv. C'est 4,5 millions d'habitants. Donc il y a forcément des failles, et des failles qui étaient encore plus béantes parce que le gouvernement israélien avait décidé pour le Ramadan de mesures d'assouplissement pour permettre justement aux Palestiniens d'aller d'une ville à l'autre, d'aller rendre visite à leur famille en Israël et à l'intérieur de la Cisjordanie. Les mesures les plus drastiques avaient été levées et on est toujours au niveau de l'enquête, hein, bien entendu, mais on se dit que ces mesures dites d'assouplissement ont permis de rendre plus aisée la traversée des checkpoints, des barrages. Ils ont en tout cas dû en traverser un, vraisemblablement deux. Et puis alors, il y a une grande discussion qui a commencé dès hier soir sur la manière dont Sarona était défendue. À Sarona, juste à côté de là où ça s'est passé, il y a le siège, se trouve le siège de la télévision publique israélienne, la première chaîne, et de la première chaîne de radio publique, Reshet Bet, qui est la radio la plus écoutée en Israël. Et c'est d'ailleurs des gardes de la télévision qui sont les premiers à être intervenus et qui ont tiré sur les terroristes. Mais est-ce que la sécurité dans un lieu très est-ce que la sécurité dans un lieu très fréquenté comme ce marché à Sarona a été défaillante? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Alors c'est facile à dire toujours après les vendanges, hein. L'enquête est en cours, mais ce que je peux vous dire, c'est que notamment un confrère journaliste avait appelé à plusieurs reprises la police pour dire qu'on entrait dans Sarona comme des petits pains et qu'il existait un risque, qu'il ne voyait pas suffisamment de gardes et suffisamment de présence policière et que c'était très inquiétant. Il a ajouté à notre oreille hier que si ça avait été une bombe plutôt que des fusils mitrailleurs, on relèverait aujourd'hui les cadavres par centaines et non les 10 personnes qui ont été touchées. Ce qu'il faut aussi ajouter absolument, Yannick, c'est que un des fusils mitrailleurs des terroristes s'est enrayé au moment où ils tiraient sur les gens, et il existe de nombreuses caméras de surveillance dont les films ont été enregistrés, bien entendu, en Israël comme en Israël. Ils sont diffusés sur tous les réseaux sociaux. On voit les terroristes tirer sur les clients. C'est des images qui sont assez saisissantes d'ailleurs. Et on voit des terroristes qui essayent de tirer, puis son arme s'enraye. Évidemment, une arme artisanale n'a pas la fiabilité d'une arme réelle, d'une arme de fabrication industrielle. Et puis on le voit prendre ce qu'il appelle le carlo et jeter ce fusil mitrailleur qui ne fonctionne plus. Il le jette à terre, et c'est là que les deux hommes, qui sont vraiment très bien habillés, qu'on le voit sur les caméras de surveillance, et ils quittent précipitamment les lieux, et c'est là où ils se font cueillir pour la première fois, d'abord par ce garde de la télévision, et ensuite par des policiers en civil qui se trouvent sur
sur place, et les secours, il faut le dire, arrivent extrêmement rapidement. Désormais, à quoi doit-on s'attendre de la part du gouvernement israélien comme réaction? Est-ce que Avigdor Lieberman n'est-il déjà pas attendu au tournant par les Israéliens? Et il est surtout attendu au tournant par les terroristes, et il a déclaré ce matin. Ce que nous savons, parce qu'il existe une censure militaire assez importante, ce que je peux dire à cette heure de la matinée, c'est que l'armée israélienne s'est déployée largement dans les territoires administrés, qu'elle encercle Yatta, qu'elle est entrée dans Yatta et qu'elle procède actuellement à des interrogatoires pour répondre aux questions que nous nous posons ensemble, Yannick, ce matin, c'est-à-dire comment sont-ils procurés ces armes, s'ils appartiennent ou non à un groupe terroriste, si oui, lequel, et comment ils ont traversé pour aller en Israël, et surtout s'il existe d'autres membres dans cette cellule ou dans ces cellules. Donc le Shabak, le contre-espionnage, est en train de se livrer à tous ces interrogatoires à Yatta et dans les villages environnants. Alors Stéphane, au niveau médiatique, cette fois, comment l'événement a été traité de manière journalistique, donc par les journalistes israéliens? Comment il a été aussi perçu par les Palestiniens? Alors, au niveau des journalistes israéliens, c'est la routine. On a même des confrères qui étaient avec le Premier ministre en Russie, à Moscou. Ils ont à peine eu le temps de descendre de l'avion. En t-shirt, ils se sont rendus sur les lieux. Et on a couvert avec ce qu'on appelle les ondes ouvertes, les chaînes ouvertes qui diffusent en permanence. On a suivi la situation jusque tard dans la nuit, en tout cas jusqu'à 1h30, 2h du matin. Et puis, ce qu'on a vu au niveau de la réaction des Palestiniens, il y a un bon côté, c'est que le centre de coordination sécuritaire entre l'autorité palestinienne et l'armée israélienne a parfaitement fonctionné. Et j'ai pu, même très très tôt ce matin, parler à certains responsables qui me disent que vraiment la coopération est bonne. C'est même assez surprenant quand on connaît l'ambiance pourrie qui existe au niveau politique. Et bien au niveau sécuritaire, ça s'est bien passé, et les responsables de l'autorité palestinienne au niveau sécuritaire ont fait leur travail. Ils participent à tenter d'identifier et d'isoler les membres de cette cellule. Et puis ça, c'est à ce niveau. Mais au niveau de la rue, ça se passe beaucoup plus mal. C'est-à-dire qu'on a noté pendant toute la nuit des festivités, notamment à Hébron, à Gaza, même à Jérusalem. À Jérusalem, ça a amené à des heurts avec la police. Les gens étaient fous de joie, et je contrôle mes mots. J'ai vu les images. C'est absolument indécent de voir ces gens qui fêtent la victoire. C'est ce qu'ils fêtent la victoire. Le fait d'assassiner des civils, c'est fêter la victoire. Ils distribuent des friandises aux passants, ils se congratulent. Ça a donné lieu à une grande fête. Une fête qui n'est absolument pas reflétée dans la couverture que les médias internationaux ont fait de l'événement, ce qui est de la désinformation, de la dénaturation des faits, parce que c'est important. On veut savoir ce que la population palestinienne, population d'où sont sortis les terroristes, comment cette population a réagi à l'attentat. Eh bien, la réaction pour des masses de gens, donc pas des gens isolés dans les grandes villes, c'est la joie. C'est absolument la joie, et c'est quelque chose qui a été absolument caché chez nos confrères internationaux. Et puis pour le reste, eh bien la couverture est comme à l'habitude participant de la guerre sémantique avec Israël. Non seulement on va pas trouver du réconfort et en langage un petit peu plus correct au niveau de nos confrères, mais je vais vous donner un ou deux exemples si vous permettez, Yannick. Par exemple, l'AFP qui nous disent les auteurs de l'attaque sont deux cousins palestiniens, donc pas des terroristes, des cousins des environs de Hébron, en Cisjordanie en Cisjordanie occupée, a indiqué la police israélienne. Eh bien, si la police a dit que ces gens venaient de Cisjordanie occupée, eh bien, je veux bien déposer ma carte de journaliste. Et puis sinon, il faudrait que l'AFP soit fermée, parce qu'il n'y a pas plus
plus grande désinformation que le fait de faire dire à la police israélienne quelque chose qu'elle n'a pas dit, et en l'occurrence que d'instiller que la police israélienne aurait parlé de Cisjordanie occupée. Pour l'Express, une fusillade a fait 4 morts. C'est pas des terroristes palestiniens ou arabes. Il n'y a pas un mot sur des Palestiniens ou des Arabes dans les communiqués de l'Express. C'est donc une fusillade qui a fait 4 morts et 5 blessés ce mercredi soir à Tel Aviv. Les tirs ont retenti près d'un QG de l'armée. C'est pas un QG de l'armée, c'est le QG de l'armée dans la capitale israélienne. C'est-à-dire que l'Express s'arroge le droit, au moment où Israël se trouve en deuil, dans un profond sentiment de tristesse, agressé par le terrorisme, les mêmes terrorismes, issus de la même mouvance idéologique que ceux qui frappent à Bruxelles ou à Paris. Quand ils sont à Bruxelles et à Paris avec les mêmes moyens, ce sont des terroristes. Et puis ici, ce sont des cousins palestiniens. Il n'y a plus le mot terroriste, il n'y a plus le mot palestinien, il n'y a plus le mot arabe. Et puis ils prennent la liberté. Alors que la France ou la Belgique ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël, eh bien c'est leur droit. C'est pas très intelligent, mais c'est leur droit. En revanche, qui décide pour nous que Tel Aviv sera la capitale d'Israël, ça ne l'est pas. Et puis, j'ai encore une mauvaise nouvelle et également une bonne. En des sommets de la désinformation, mais c'est dans tous les médias, hein, on voit pas le mot terroriste, on ne parle pas des festivités, donc l'information est absolument biaisée. Et ce traitement spécifique d'Israël et des Juifs est un traitement fondamentalement antisémite. On va nous parler de nouveau dans toutes les dépêches. On va nous dire que les terroristes, qui sont plus des terroristes, qui sont des Palestiniens ou des jeunes Palestiniens ou des cousins palestiniens, ils proviennent des territoires palestiniens occupés. Ça, c'est ce qui revient toujours. La palme peut-être dans les mauvaises nouvelles à la Tribune de Genève, qui nous dit sous le titre « L'ONU condamne l'attaque », la violence résulte chez les Palestiniens des vexations de l'occupation, de l'absence de toute perspective proche d'indépendance, des frustrations économiques et du discrédit des autorités palestiniennes, estiment des experts. Alors des experts, on ne sait pas évidemment qui c'est peut-être des experts maison, mais en tout cas, on justifie, il n'y a pas de manière plus claire de justifier cette opération sanglante, cet assassinat collectif, de dire que d'expliquer les raisons qui auraient poussé ces 2 terroristes à s'attaquer, à tuer 4 Israéliens parfaitement innocents. Et bien entendu, on serait plus qu'étonné si c'était réellement les motifs qu'ils ont poussés. Et puis on finira par une note optimiste, surtout pour vous en Belgique. Le seul média, et on a un journaliste qui a fait que relire les communiqués des médias, les dépêches des médias toute la nuit, le seul média qui parle de terroristes et dans son titre, c'est une fois n'est pas coutume, la Libre Belgique, qui titre Yannick, attaque terroriste à Tel Aviv, au moins 4 morts. Il faut saluer les gens qui font correctement leur travail, parce que selon la définition des terroristes qui a été créée ici à la MENA, à Metula, qui dit qu'un terroriste c'est une personne armée qui s'attaque systématiquement à des civils. C'est une définition qui s'adapte on ne peut mieux à ce qui s'est passé hier soir. Eh bien, ces gens sont effectivement des terroristes, et ceux qui, dans notre profession, qui n'appellent pas les perpétrateurs de l'acte d'hier et des actes semblables des terroristes, ont un problème avec Israël, avec les Juifs et avec leur déontologie professionnelle. À nos yeux, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes, Yannick.